Et donc, là-dessus aussi, il y a eu beaucoup d'écrits. La Couture a raconté pas mal de choses aussi. Mais on va rester sur le sujet américain. Et donc, Kennedy va renvoyer des gens et il va avoir la confirmation qu'Israël ne respecte pas les engagements sur lesquels ils étaient tenus de respecter. Et donc il va convoquer Ben Gourion, ça se passe je crois en 62 ou début 63, et il lui dit non, il n'est pas question que vous ayez cette arme, c'est où vous avez le support des États-Unis, moi je m'y oppose formellement. Donc ça c'était la position de Kennedy. Et alors évidemment, on est 60 ans plus tard, vous savez, on reparle de l'assassinat de Kennedy. Tout. Et depuis toujours, les gens se disent, il y a eu beaucoup d'enquêtes de fait, il y a eu beaucoup de cinéma, et tout le monde, les médias, tout ça se pose la question, qui a assassiné Kennedy? Mais ce n'est pas du tout la bonne question. Ça, on se fiche de savoir si c'est Lee Harvey Oswald ou si c'est trois autres qui étaient en embuscade et qui étaient dans un angle de tir qui était bien meilleur que Oswald, qui était d'en haut d'un étage. C'est extrêmement difficile, alors que quand vous êtes dans une ligne droite, là, vous pouvez tirer. Quand vous êtes comme ça, la voiture se déplace très vite. Tirer 3 balles avec un fusil qu'il faut recharger, c'est impossible. Ça, c'est des conneries, n'importe qui peut le comprendre. Hein. Donc, vous avez... la question n'est pas de savoir qui a assassiné. La question, c'est pourquoi Kennedy a été assassiné et pourquoi son frère Robert a été également assassiné. Et alors, ensuite, vous voyez tout comment c'est déroulé suite à l'assassinat. Lee Harvey Oswald qui se fait tuer dans un local où le FBI était présent et évidemment toutes les personnes étaient fouillées à l'entrée. Or, Jack Ruby, celui qui va sortir le pistolet et tirer à bout portant dans Lee Harvey Oswald, c'est pour le faire taire, bien sûr, pour qu'on n'ait pas à la presse cette histoire qui était bidon. Jack Ruby, évidemment, c'est un Israélite, c'est un gars qui est patron d'une boîte de nuit un peu dans la mafia, comme il y en avait quelques-uns, si vous voulez, et qui est surtout au stade terminal d'un cancer. Donc lui, il s'en fiche. Il n'a plus rien à perdre. Voilà, il n'a plus rien à perdre. On lui a donné la mission de flinguer ce gars-là, il va le faire. Et donc, après, vous avez Robert Kennedy qui va être assassiné par soi-disant un Palestinien, qui est sorti récemment de prison d'ailleurs. Vous voyez, il a fait quand même plus de, je ne sais plus, 40 ans de prison. Il est sorti il y a quelques années. Et en réalité, Robert Kennedy a été assassiné par 2 tireurs. Celui sur lequel on s'est concentré, mais il y avait certainement quelqu'un des services secrets qui a tiré les balles mortelles. Le gars qui était derrière, il a eu tiré plusieurs balles, mais ce n'était pas mortel. Donc de toute façon, on ne voulait pas que les Kennedy soient au pouvoir, parce que les Kennedy ils ne pouvaient rien faire, bien sûr, sur le fait qu'Israël était déjà équipé avec l'arme atomique, mais ils auraient cessé le soutien inconditionnel. Or, Lyndon Johnson, qui était le vice-président, lui, avait été élu par le lobby pro-israélien et a fait une politique favorable. Et alors, dans le texte que Israël s'est engagé à signer, c'est très tordu comme toujours. On a demandé à ce qu'Israël s'engage à ne pas fabriquer l'arme atomique, vous voyez, à l'époque de Kennedy. Et alors, les juristes qui ont rédigé tout ça pour que ça passe ont fait un texte complètement alambiqué. Israël s'est engagé à ne pas être le premier pays à introduire l'arme atomique au Moyen-Orient. C'est ça
si vous voulez, sur le plan juridique sur lequel ils se sont engagés. Or, bien entendu, il y avait des bases militaires américaines au Moyen-Orient avec forcément des armes atomiques. Donc, ils respectaient en quelque sorte l'engagement qu'ils avaient pris. Il n'était pas le premier puisqu'il y avait déjà un truc. Vous voyez, voilà comment ça s'est déroulé. Donc, alors maintenant, on va rentrer dans quelque chose qui est très important. Donc, depuis l'assassinat du président Kennedy et l'arrivée au pouvoir de Lyndon Johnson, les États-Unis sont, comme je l'ai dit plusieurs fois, dirigés entièrement par le lobby pro-israélien. Et le lobby pro-israélien est représenté d'une façon officielle par une organisation qui s'appelle AIPAC. Alors AIPAC, c'est American Israel Public Affairs Committee. C'est 370 salariés à plein temps, 100 000 membres donateurs. C'est-à-dire les banques, les laboratoires, l'industrie de l'armement, les groupes pétroliers, les fonds d'investissement, les médias. Le système américain, au niveau électoral, fonctionne par des campagnes qui sont financées par... Il n'y a pas de limitation. En France, vous savez que dans les élections, vous avez une limitation, vous ne pouvez pas dépasser tel truc. Il y a même Sarkozy qui est ennuyé parce qu'ils avaient dépassé le truc. Là, il n'y a pas de limite. Donc, ces gens-là, quand ils décident que tel sénateur va être élu, eh bien, on met le nombre de millions de dollars qu'il faut et la personne est élue. Et puis, s'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à la politique pro-israélienne, eh bien là, on n'hésite pas à organiser une campagne publicitaire, comme c'est des élections locales, sur les chaînes de télé régionales, pour raconter que le type a trompé sa femme, qu'il a eu une aventure avec son secrétaire, etc. Et hop, on lui bousille sa campagne, et c'est le candidat de l'EPAC qui est élu. Or, tout ça, c'est bidon. Si vous voulez, vous avez deux partis actuellement aux États-Unis, le Parti démocrate et le Parti républicain, mais que ce soit les démocrates ou les républicains, ils sont tous élus par l'EPAC. Ils ont tous la même politique. Et donc, on nous présente les États-Unis comme une démocratie, un modèle de démocratie. Tout ça, ça n'existe pas. C'est uniquement une politique qui est dessinée et en ce moment, on a un exemple vraiment frappant. C'est, vous avez à la tête des États-Unis un homme qui est devenu complètement sénile, hein, Joe Biden, qui s'endort dans ses discours ou qui s'adresse par exemple dans une conférence et qui leur dit « Écoutez, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, je vais aller me coucher ». Voilà, il est au milieu d'un discours et il raconte ça. Donc le gars, bien sûr, ce n'est pas lui qui prend les décisions, oui, il prend toutes les décisions, c'est toutes les équipes qui sont autour. Alors, donc, voilà un petit peu la situation et je vais revenir sur l'aspect technique de ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous savez, là je donne quelque chose de concret. J'ai expliqué tout à l'heure que les Israéliens pourraient très bien décider à 10 km de leurs frontières, utiliser l'arme nucléaire qui n'aurait aucune conséquence pour eux, puisque dans ce cas-là, on va le faire l'explosion en altitude et non pas d'explosion au sol. Alors les explosions au sol sont destinées à détruire du matériel militaire. Les explosions en altitude sont destinées à tuer des personnes. Donc vous avez ici quelque chose c'est pas du tout des calculs, c'est des choses qui ont été vérifiées, puisque, je vous l'ai dit dans l'épisode numéro 11, j'ai présenté une partie des 2300
explosions nucléaires qui ont été pratiquées depuis 1945. Donc tout ça a été mesuré, calculé, etc. On est sur le côté pratique. Donc une puissance de 20 kilotonnes, eh bien, on l'a fait exploser la bombe à 450 mètres d'altitude. Et là, tout ce qui est dans un diamètre de 4 km 500, c'est carbonisé, liquéfié par la température, par l'effet de souffle. Seules les personnes qui se trouvent dans une cave ou dans un métro s'en sortent, ne sont pas affectées par le phénomène de chaleur, de souffle, etc. Et puis, bien entendu, le rayonnement gamma qui est à un niveau très très élevé. Alors une explosion au sol, vous voyez, 1 mégatonne, ça c'est en altitude, 1200 mètres d'altitude, voilà ce que ça donne. Sur 15 km de diamètre, vous n'avez plus une vie, plus un animal, plus une personne vivante qui peut... Dans les secondes qui suivent, tout le monde est mort. À l'intérieur des maisons, sauf ceux qui sont dans les caves, etc., pourront sortir vivants. Dans une explosion au sol, c'est complètement différent. Pour la même puissance, vous allez avoir un cratère qui va être creusé de 300 mètres de diamètre, c'est quelque chose d'énorme, vous voyez, 300 mètres de diamètre, et un trou qui va se faire, non pas parce que la bombe va exploser dans le sol, mais au niveau du sol, c'est-à-dire à 7-8 mètres du sol, elle va creuser sur une profondeur de 60 à 90 mètres selon la nature du terrain, et toute cette quantité de terre va être propulsée dans l'atmosphère et va former le nuage radioactif. Là, on voit ce que ça donne. Ici, c'est le point, je vais poser ça comme ça, le point de l'explosion. Je vais remettre ça, voilà. Ici, vous avez le point de l'explosion. Et dans la demi-heure qui suit, le nuage qui se constitue et qui commence à être poussé par le vent, avec des retombées radioactives qui vont aller, ces poussières qui vont aller jusqu'à 200-300 km et qui vont, par le rayonnement gamma, tuer des milliers ou des millions de personnes. Donc ça, c'est une explosion au sol, vous voyez, avec le cratère et puis toute cette quantité de terre qui va partir et qui va former le nuage radioactif. Rien de tout ça n'existe quand vous faites des explosions en altitude. Oui. Explosion en altitude, certaines personnes parlent de bombes tactiques. Ça n'existe pas. Il n'y a pas si vous voulez, de bombes nucléaires tactiques et des bombes nucléaires stratégiques. Ça c'est des histoires de journalistes et qui ne connaissent rien du tout à la question. Il y a des bombes de faible puissance, des bombes de puissance moyenne et des bombes de très forte puissance en thermonucléaire. Voilà les 3 cas de figure principalement qui existent. Mais ce qui est important, c'est où vous faites exploser la bombe en altitude ou vous la faites exploser au sol. Et là, les conséquences sont complètement différentes. Parce que, évidemment, dans cette partie, il ne faut pas revenir sur place avant un délai de 3 semaines, parce que le niveau de radioactivité est trop important, mais 3 semaines plus tard, vous pouvez aller passer une heure ou une journée dans cette zone. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à 10 km de là, vous n'avez rien. Vous voyez ? Donc, on peut utiliser... des explosions en altitude sont faites, par exemple sur le champ de bataille, vous avez un régiment, vous avez une brigade et vous pouvez la faire disparaître en une fraction de seconde avec une explosion à 1200 mètres d'altitude. Ça y est, c'est terminé. Les gars qui sont dans les chars, qui sont sur les trucs, sont tous cramés et irradiés. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc, voilà ce qu'on peut en dire sur actuellement cette situation qu'il y a actuellement donc, en Israël. Et vous savez que
Dans le livre que j'ai écrit, j'ai situé 3 situations. Exactement. La première, c'était la guerre en Ukraine, et la deuxième, c'était bien sûr Israël. Et là, on y est. Donc, comment les choses vont évoluer, c'est difficile de le voir. Mais c'est surtout de voir quel pays vont réellement s'impliquer dans le conflit, intervenir ou pas. C'est ça qui va en fait tout déclencher. Est-ce que les États-Unis vont aller au-delà? Est-ce que la Turquie va rentrer? Enfin, il y a quand même, on est sur une zone qui est quand même très dangereuse là au niveau du Proche-Orient, du Moyen-Orient, quoi, quand même, où il y a plein de pays d'imbriqués en fait, avec des comment dire, des idées, oui, politiques ou religieuses différentes et des intérêts différents aussi. Donc, moi, je trouve que c'est un réel danger. Ce conflit peut devenir vraiment très, très dangereux. Et alors, vous voyez, je vais tant pour la population que pour le restant de... Je vais revenir sur des petites choses qui peuvent paraître, évidemment, le contexte un peu secondaire. Mais, vous savez, dans le livre, j'ai raconté que j'ai écrit en 2022, donc c'était en plein moment où il y avait cette guerre en Ukraine, et j'ai raconté quelque chose qui était complètement anormal. Le pourcentage de généraux russes qui étaient, on peut dire, assassinés. Et alors vous allez voir que c'est un point de détail qui n'est pas sans rapport avec ce qui se passe en Israël. Évidemment, les Russes sont loin d'être des idiots, ils possèdent des services de renseignement et ils ont très vite compris que le pourcentage de généraux dans leur rang qui étaient tués par des missiles, par des drones, par des choses qui étaient téléguidées était complètement anormal. Et comme ces gens-là connaissent un petit peu tout ce qui se passe, ils savaient qu'un pays s'est spécialisé dans l'assassinat à distance, c'est Israël, en utilisant la reconnaissance vocale. Voyez ? Et donc, ils ont assassiné un grand nombre, depuis des années, de personnes classées comme terroristes, mais ils ne font pas de détails, parce qu'il n'y a pas de procès, il n'y a pas d'instruction. Vous voyez, on suppose que le gars est en voiture, on sait qu'il est en rapport avec un mouvement terroriste, il est au volant de sa voiture à côté, on lui passe la communication, à ce moment-là, on sait que c'est lui, parce que la voix est parfaitement identifiée. Et donc, il y a 4 personnes dans la voiture, ils s'en foutent, ils envoient un missile et ils tuent les 4 personnes. Alors, ils sont devenus les spécialistes de ce type de truc. Et très vite, les Russes ont compris que, vous savez, ils ont le lobby pro-israélien américain a placé à la tête de l'Ukraine un Israélite, Zelensky, et tout ça, c'est imbriqué. Donc, on sait qu'Israël a fourni beaucoup d'informations, beaucoup de choses, et donc les Russes l'ont eu en travers de voir, parce que, vous voyez, on peut, à la guerre, comme je l'ai expliqué, ça n'a rien de personnel. C'est comme quand vous montez sur un ring, vous vous battez avec quelqu'un, mais il y a des règles, on les respecte, il n'y a pas de souci. À la fin du combat, vous venez saluer le gars si vous l'avez battu, et si c'est l'inverse, le gars vient aussi. Bon, ça, c'est des choses, c'est pareil, à la guerre, vous ne tirez pas sur une personne, vous tirez sur le représentant, sur votre ennemi, mais sans identité, sans l'avoir choisi. Or là, les généraux qui ont été assassinés l'ont été parce qu'ils possèdent un savoir. Voyez, ça n'est pas parce qu'ils ont commis des exactions, ça n'est pas parce qu'ils se sont rendus coupables de quelque chose, non, c'est parce qu'ils sont... On va désorganiser une brigade. Le général de brigade qui possède 15 ou 20 ans de savoir, eh bien, on va le tuer parce que ça va désorganiser le truc. Donc ça,
les Russes l'ont eu bien en travers. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ce qui s'est passé le 7 octobre trouve son origine dans ce que les Israéliens ont fourni comme information et matériel pour assassiner des dizaines de généraux. Donc là, ils leur ont fait payer, si vous voulez, le truc. Ça fait voir un petit peu, parce que cette opération qui a été menée, si vous voulez, le 7 octobre, c'est certainement pas les stratèges du Hamas qui ont préparé ce truc-là. C'est 1 an de préparation. Donc quand vous mettez les dates, quand vous voyez tout ça, vous comprenez. Et comment ça s'est fait? C'est à travers l'Iran qui a des relations très étroites avec la Russie. Et donc, quand on connaît un petit peu la façon de vivre des Palestiniens, des Arabes en général, ce sont des gens qui parlent, qui racontent tout, qui parlent. Toute cette opération a été préparée, personne n'a parlé. Donc c'est vous dire le niveau de discipline qu'il y a eu, le niveau de préparation. Et là, les Iraniens, eux, c'est pas des plaisantins. C'est des gens qui ont dit, voilà, vous allez faire ça, ça. Or, on nous a présenté l'action du 7 octobre comme une bande de terroristes sauvages. C'est vrai qu'il y a une partie, si vous voulez, qui est dans le cas, mais en réalité, les combattants du Hamas sont allés attaquer les militaires israéliens. Et il y a eu beaucoup de prisonniers militaires. Il y en a qui se sont rendus, ils les ont fait prisonniers. Actuellement, les échanges qu'il y a, les otages, 240 otages, c'est, on libère d'abord les femmes, les enfants, avec un taux d'échange qui est inhabituel. On relâche un otage pour 3 prisonniers palestiniens qui sont retenus dans les prisons israéliennes où, là, il n'y a pas que moi qui le dis, vous avez des quantités d'Israéliens qui sont complètement en désaccord avec cette politique. Les gens sont soupçonnés d'avoir collaboré, ou il y a eu quelquefois un simple incident avec un soldat israélien, et on vous fout la personne en tôle, et plus tard on va la juger. Sans jugement, sans procès, vous êtes déjà en prison pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est ces personnes-là qui sont actuellement relâchées. Ensuite, on va en venir à échanger des hommes. Là, le taux de change ne va pas être de 1 pour 3. On va sûrement aller sur 1 pour 10. Mais quand on va arriver aux militaires israéliens qui ont été faits prisonniers par le Hamas, là, moi je pense que le taux de change sera de 1%. Vous voyez, 10 militaires pour 1000 Palestiniens. Et donc, tout ça pour dire, vous voyez comment les choses sont liées. Les Russes font payer actuellement le truc, parce que tout ce qui est le matériel qui a été utilisé pour cette opération, c'est du matériel qui a été fabriqué en Russie. C'est pas du matériel qui a été fourni par l'armée américaine et qu'on retrouve un peu partout dans les mouvements terroristes, puisque les Ukrainiens, on va dire que plus de 40% de ce qui est arrivé en Ukraine est revendu sur les marchés parallèles par le marché noir. Et donc, là, c'est une situation qui est vraiment, aujourd'hui, très dangereuse. Oui, très compliquée. Et il y a trop d'implications et de risques nucléaires, en fait, dans ce conflit. Chacun est quand même des gros intervenants, et c'est ça qui fait peur. Comment ce conflit va pouvoir être désamorcé? Oui. Avec l'implication, voilà, en fait, c'est... Alors, on va reparler, si vous voulez, du Hezbollah. Tout dépend, en fait, de ce que va faire le Hezbollah. Le Hezbollah est équipé, bien sûr, par l'Iran, formé par les Iraniens. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il possède 200 000 missiles. Le Hezbollah au Liban, vous voyez, 200 000 missiles. On estime environ 100 000
qui sont des missiles non guidés. Ça n'est pas des roquettes comme le Hamas fabriquait avec les tubes de canalisation, vous voyez, hein, qui recevaient pour distribuer l'eau, ils bricolaient leurs roquettes, tout ça. Non, là, ce sont des missiles. Il y a deux catégories, ceux qui sont envoyés et qui tombent où ça tombe, et puis il y a ceux qui sont guidés. 100 000 missiles guidés. Alors on peut supposer, j'écoute quelquefois des experts militaires qui connaissent toutes ces questions, comme Scott Ritter par exemple, ou Douglas MacGregor, qui est un ancien colonel, Scott Ritter qui était un inspecteur du désarmement en Irak et qui connaît toute cette région très bien, qui connaît... souvent j'écoute dans des émissions qui sont diffusées aux États-Unis. Et donc, il explique que vraisemblablement, Hezbollah va envoyer les 100 000 missiles non guidés sur Israël pour que tout le système qu'on appelle le dôme de fer se mette en route, c'est-à-dire tous les missiles antimissiles soient utilisés contre ces missiles, on va dire primitifs, si vous voulez. Et puis ensuite, quand toutes les missiles antimissiles auront été épuisés, bien là, le Hezbollah tirera les missiles guidés. Ils peuvent rayer de la carte Tel Aviv. Vous voyez, 100 000 missiles avec des charges conventionnelles, entendons-nous. Et donc, ce qui fait que rien ne bouge actuellement, c'est parce que Israël possède l'arme nucléaire et les tient en respect. Mais surtout, c'est parce que les Américains sont là, prêts à intervenir pour éviter qu'Israël utilise l'arme nucléaire. Et comme je vous l'ai expliqué, là, l'arme nucléaire pourra être utilisée sans conséquence pour Israël, qui est un tout petit pays, qui peut l'utiliser à 20 km de chez eux, sans retombées radioactives. Oui. Donc voilà la situation. Ouais, on est très complexe, vraiment. Et tellement d'intérêts, d'enjeux stratégiques, politiques. En ce moment, Israël joue son existence. Oui, clairement. Et alors que tout ça aurait pu être évité, qu'on aurait pu aboutir à des accords, à 2 États, à aider les Palestiniens à construire des villages, des villes, où les gens... Parce que quand les gens ont beaucoup de confort, ils ne veulent pas le perdre. Si vous voulez une belle maison, une voiture, tout ça, quand ils vivent dans des bonnes conditions. C'est ça qu'il fallait faire. Mais ce n'est pas le cas. Il manque cruellement d'espace, de territoire. Donc forcément, ce n'est pas viable. Non. Et puis alors, ce qui est terrible, c'est que vous avez une partie des Israéliens qui étaient pour ce type de solution, une vie pacifique, avec 2 États et une entraide, tout ça. Bon. Et puis l'autre partie qui sont des totalitaires, qui sont des gens, donc Netanyahou à la tête, et qui ont malheureusement gagné des élections avec l'apport des voix des ultra-orthodoxes. Et donc ces gens-là, depuis 50 ans, ont roulé les Palestiniens dans la farine. À chaque fois, on leur a promis, et puis on a continué à coloniser, à les faire... Parce que la façon dont vivent les Palestiniens en Israël, c'est affreux. Oui, c'est sûr ils sont dans un ghetto. Dans un ghetto, mais même en Cisjordanie, avec des checkpoints partout, des humiliations, où vous pouvez passer en 20 minutes, on vous fait patienter pendant 4 heures, et puis ensuite on vous fait passer de l'autre côté. C'est quelque chose qu'on imagine mal. L'occupation allemande en France, c'était de la rigolade à côté de l'occupation israélienne dans les territoires occupés. Je vous assure que c'est quelque chose. Et puis alors, ils se permettent tout. Vous voyez, c'est quelque chose. C'est même beaucoup de Juifs, beaucoup d'Israéliens sont contre ce truc-là. Ils sont révoltés dedans. Mais malheureusement, ceux qui sont au pouvoir actuellement pratiquent cette politique. Et c'est une politique qui va les amener, à mon avis, à une catastrophe. Complètement. Parce que l'Iran, aujourd'hui, est en mesure de rayer Israël de la carte.
Et donc, on est dans une situation complètement effrayante. Et alors, bien entendu, nous, les Français, ce conflit au Moyen-Orient, on n'est pas concerné, si vous voulez, par des retombées radioactives ou des choses comme ça. Mais si, par contre, la flotte américaine s'implique avec toute la puissance qu'ils ont, il est plus que probable que les Russes ne vont pas rester inactifs. Et donc là, si la Russie s'engage, elle ne va pas s'occuper d'Israël. Elle va s'occuper directement des États-Unis et de tous les pays de l'OTAN. Là, on sera dans un autre scénario. On pourra peut-être l'aborder parce que moi, je vois cette période de risque entre le 25 février et le 30 mars. C'est la période idéale pour la Russie si elle veut procéder à une attaque nucléaire de grande ampleur contre les États-Unis. Et on fera une émission, si vous voulez, une vidéo sur comment je vois l'organisation de cette chose. Et vous le savez que je dis que depuis le départ, les Russes font traîner le conflit en Ukraine pour qu'ils aient le temps de fabriquer toutes les armes, tout l'armement qui leur est nécessaire pour affronter directement les États-Unis et les pays de l'OTAN. Et comme je l'ai toujours expliqué, ils ne feront pas ça en été, ils le feront en hiver. Et en hiver, il y a d'autres raisons que des questions, si vous voulez, purement au niveau de la forêt. Et ça, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Oui, parfait. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, M. Chorrier, toutes ces explications qui sont, encore une fois, fort intéressantes et j'espère qu'ils vont captiver de nombreux internautes. Et puis j'invite encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez déjà expliquées dans votre livre, donc ce serait bien que les gens aussi puissent aller consulter votre livre « La prochaine guerre sera nucléaire » où vous reprenez pas mal de thèmes que là vous avez évoqués dans votre vidéo, ce qui permet peut-être de relire et de l'appréhender de façon sur papier, de façon que les gens puissent mieux enregistrer les informations qui me semblent capitales dans tout ce que vous venez d'évoquer. Merci et à très bientôt. Très bien. Au revoir.